Le sport, vous le regardez à la télé, vous allez le voir dans les stades et vous le pratiquez peut-être. Il fait vibrer les foules, déchaîne les discussions et les passions. Qu'il soit amateur ou professionnel, il est porté par des hommes et des femmes impliqués qui œuvrent à son organisation, son développement et sa visibilité. Le SG Sport a décidé d'aller à leur rencontre pour qu'ils vous partagent leur histoire et leur monde vu de l'intérieur et des coulisses. Ce podcast est réalisé par l'ESG Sport, l'école de commerce du sport business, pour ses étudiants et bien au-delà, pour tous les passionnés du sport. Bonjour Suleiman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu dire bonjour aux étudiants de l'ESG Sport. Ouais, super, merci, on est ravis de t'accueillir sur le podcast de l'ESG Sport. Je suis accompagné aujourd'hui d'un étudiant de troisième année. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maceo. Enchanté. On est ravis de te recevoir ici et on va avoir quelques petites questions à te poser. Donc tout d'abord, on va commencer par un petit portrait chinois. Donc la première question, quel est ton artiste du moment préféré musical? Du moment? Oula, il y en a beaucoup. Après, moi, je suis très ancien, je suis très rétro, donc je dirais Bob Marley. Le morceau, ouais, le son. One Love. Ton film préféré? Film préféré, un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Titanic. Ok. Le sportif qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Je dirais Mohamed Ali, champion sur le ring et en dehors du ring. Le plus important dans la préparation à un événement? Oula, le plus important dans la préparation à un événement. Ça peut être physique, mental. Ouais, non, c'est ça que je réfléchis, mais parce que c'est une question qui est très, ouais. Je dirais c'est d'être préparé en tout cas physiquement, mentalement au jour J. C'est vraiment d'être bon le jour J, de travailler pour être bon le jour J. Ok. En termes de légende de ton sport, Floyd Mayweather ou Mike Tyson? En termes de légende, je dirais Mike Tyson. Davis ou Stevenson? Waouh, vous êtes bon, hein, vous êtes très bon. Davis parce que très puissant et Stevenson, le boxing IQ, je dirais plus Stevenson. D'accord. Ok. Hiver ou été? Question simple. Été. Été. Il y a ça ou Thibaut Diagne? Ah, Tchéboudiane, c'est mon plat préféré. Surtout celui de la maman, c'est le... Plus pour tourner dans ton sport, Rocky ou Creed? Je dirais Creed parce que j'ai une petite dédicace lorsqu'il est venu en France de Michael B. Jordan, donc ouais, Creed. Tu nous en parler un peu de ce moment? Ouais, exceptionnel parce qu'ils ont eu une interview, ils ont parlé de moi et que il a dit qu'il allait se renseigner sur moi, sur les prochains Why Not, sur les prochains films. Donc on sait pas, peut-être que une petite carrière au ciné, on sait pas quand il fait demain. Dakar ou Paris? Ah, je dirais Paris-Dakar. Ça va ensemble, je dirais Paris-Dakar. 100% français, 100% sénégalais. Voilà. Le Madison Square Garden ou le Grand Garden Arena? Madison Square Garden, exceptionnel. C'est légendaire, c'est historique, c'est iconique, ouais, c'est... En termes de ceinture ou de médaille, tu préfères la ceinture WBA ou la médaille d'or au JO? Je dirais médaille d'or au JO. Bon, du coup, ce petit portrait qu'on aime bien faire, ça permet un peu de dégrossir un petit peu notre réflexion et puis emmener notre invité un petit peu sur une part un petit peu d'intime avec ce qu'il préfère. Et puis, comme tu as été le parrain de Gesport l'année dernière, tu connais très bien l'école. Ouais. Tu sais ce qu'on aime bien faire, nous, c'est parler du passé, du présent et du futur, d'organiser nos podcasts de cette façon. Ça nous permet aussi de parler des transitions. Ouais. Les transitions, c'est clé. Parce que c'est là où les étudiants de Gesport pourront se positionner comme experts du sport business derrière pour accompagner les athlètes ou les anciens athlètes ou les futurs athlètes dans leur transition. Donc, en fait, on va s'organiser de cette façon. Okay. Est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de ta carrière, d'où tu viens, comment t'es arrivé à la boxe? Moi, je connais l'histoire par cœur. Ok. Donc, je m'appelle Souleymane Sissoko, je suis boxeur professionnel. J'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans. Voilà, je voulais faire un sport avec un groupe d'amis. Et voilà, j'ai tout de suite accroché avec ce sport parce que j'ai eu un très bon éducateur dès le début qui voulait des champions sur le ring, mais aussi en dehors du ring. C'est pour ça que ça m'a tout de suite plu. Et lorsque je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond, à 100%. Je me rappelle, le soir, j'allais dans ma cave, je faisais de la corde, je courais, j'étais vraiment dans ma bulle. Et du coup, ça allait très vite. En une année et demie, je suis devenu champion de France cadet, puis champion de France junior, senior, puis derrière,
j'ai intégré l'équipe de France senior. J'étais le capitaine de cette équipe de France et j'ai ramené la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Donc aujourd'hui, je suis invaincu en 17 combats pro et je suis numéro 2 mondial WBC. Ok, donc c'est un peu ce que tu viens de nous dire, mais je voulais que tu nous parles de tes premières expériences sportives, donc du coup dans ton sport qu'est la boxe, même si tu nous en as un peu parlé, tes premiers combats, tes premiers ressentis sur le ring, qu'est-ce que c'était au fait? Et tu viens du basket aussi, je crois, t'en as fait. Un peu, ouais, j'ai fait un peu. L'an prochain. C'est ça. T'es arrivé au sport de manière générale. Ouais. Et puis après, comment t'as ressenti sur tes premiers combats? Ouais, en fait, le sport, je pense qu'au niveau de la famille, il y a pas mal de sportifs. Moi, mon oncle, donc le meilleur ami de mon père, c'est le seul médaillé olympique sénégalais. Il a ramené la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Donc, et c'était le meilleur pote de mon père. Et ce qu'il raconte, c'est que mon père, il avait sa médaille et il courait partout dans la rue pour dire, regardez ce que mon pote il a fait. Et quelques années après, je ramène une médaille. Donc, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Mais sinon, oui, j'ai commencé un peu par le basket parce que j'ai on va dire mon oncle, grand cousin, oncle, qui en faisait un peu, qui bossait pour Adidas Afrique, donc qui s'occupait pas mal d'athlètes. Donc j'ai été baigné aussi dans ça via le milieu associatif. Et puis voilà, derrière moi, j'ai découvert la boxe vraiment par hasard. Par hasard, et c'est un sport qui est noble, pétri de valeurs. Et je me suis reconnu dans ces valeurs-là, et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis encore, du haut de mes 32 ans, je suis encore dans ce milieu. T'as fait de la boxe anglaise tout de suite, immédiatement? Ouais, tout de suite la boxe anglaise. J'ai tout de suite adhéré. J'ai commencé dans le 9e arrondissement à Paris. Et puis voilà, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment allé très vite. Mes premiers combats, et c'était pas évident parce que c'était de la boxe éducative. Et c'est une boxe où on n'a pas le droit de taper très fort, etc. Et moi, j'avais tendance à taper un peu fort. Et du coup, j'ai fait 3-4 combats en boxe éducative. Et derrière, je suis passé en boxe amateur où là, on a beaucoup plus de liberté, en tout cas, pour donner les coups, etc. Ok, et de toi-même, comment t'es venu l'idée de pratiquer la boxe? Comment ça t'est venu? C'est vraiment dû à un ami qui en faisait, qui m'en a parlé, et je voulais vraiment sortir des sports qu'on nous proposait là, dans le 19e arrondissement, le foot, le basket. Donc je voulais vraiment sortir de ça. Et moi, de base, je suis quelqu'un de très réservé, très calme. Et j'ai surpris tout le monde chez moi lorsque j'ai dit que je faisais de la boxe. Et puis voilà, c'est allé très vite. Moi, je rentrais, ils ont vu que j'avais pas trop de cocards, que voilà, le visage, ça allait, ça tenait, ouais, c'était solide, ça tenait la route. Donc voilà, c'est allé de là. Et puis aujourd'hui, mes parents viennent me voir boxer, ils sont grave derrière moi, ils sont à fond. Donc ça, c'est top. En tout cas, j'ai beaucoup de soutien de ma famille. Et c'était très réticent au début parce que la boxe, c'est un sport qui fait peur. On va pas se mentir, c'est un sport où on prend des coups, on en donne, mais c'est un sport à risque surtout. Et l'être humain, pardon, n'est pas forcément fait pour prendre des coups. Donc voilà, ça fait peur, mais bon, aujourd'hui, on essaie de bien gérer. Et, et donc, du coup, t'es arrivé dans le sport et puis t'es devenu professionnel. Mais au départ, et puis en parallèle, tu peux nous en parler un petit peu, ta formation, l'école. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire que tu faisais en parallèle au départ? Et puis après, bien évidemment, avec les objectifs arrivant et grossissant, tu peux nous en parler aussi. Évidemment, l'école, tu as pu mettre un petit peu en pause ce que tu faisais pour te jeter à fond dans ta carrière. Tu peux nous parler un peu de l'école? Ouais, effectivement. En fait, pour que mon père accepte vraiment que je fasse de la boxe à 100%, il fallait que je sois bon aussi à l'école. C'était sa condition. Ok, fais de la boxe, fais ce que tu veux, fais tes compétitions, c'est le deal. Exactement. Sois bon à l'école. Et du coup, il fallait essayer de concilier les deux, donc le sport et les études. Donc voilà, moi j'ai fait un bac général, j'étais au lycée Turgot, donc dans le 3e arrondissement. Ensuite, ça commence à être de plus en plus sérieux parce que tous les mois, j'étais à l'étranger pour des camps d'entraînement, pour des compétitions, etc. avec l'équipe de France. Donc c'est là où on a décidé d'intégrer l'INSEP, l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. Et donc lorsque j'ai intégré l'INSEP, là ça allait beaucoup plus vite. J'ai fait un DUT technique de commercialisation là-bas. Ensuite une licence gestion management du sport. Et puis derrière, je dois finir un master 2 en droit du sport. Voilà. Master 2, pourquoi? Parce que lorsque je suis sorti des Jeux Olympiques, j'ai eu énormément de demandes. J'ai Floyd Mayweather, par exemple, on parlait de Floyd Mayweather qui m'a tout de suite appelé. Écoute, je veux te signer, etc. Et lorsqu'on n'est pas aguerri en termes de contrat, on peut vite se faire avoir. Le milieu professionnel, c'est un milieu de requins. C'est un milieu de requins, faut bien s'entourer, faut bien connaître de quoi on parle. C'est pour ça que je me suis mis dans ce Master 2-là et j'ai appris énormément de choses au niveau du droit, au niveau des contrats, etc. Et donc là, j'ai un certain regard. Certes, je suis bien accompagné d'une très bonne avocate d'ailleurs, Delphine Vereden, que je salue, mais que j'ai aussi mon regard là-dessus sur
tout ce qui est contrat, etc. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir ce regard-là. Le transfert de Kylian, Delphine est un peu disponible quand même pour toi. Oui, oui, toujours disponible. Delphine, ça fait depuis 2016 maintenant, bah juste après les jeux que je bosse avec, elle est toujours disponible, elle est toujours opérationnelle, elle est toujours bienveillante. Et ça, c'est top d'avoir des gens comme ça parce que c'est pas facile d'avoir des gens qui ont vraiment un objectif avec toi, un objectif sain et qui sont pas là pour leur poche, mais vraiment pour monter l'athlète vers le haut. Et ça, c'est en général, faut bien les garder ces gens-là. Et d'ailleurs, tu nous racontes ça, il faut que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé ta rencontre avec Floyd Mayweather, parce que évidemment là, tu as eu une lucidité incroyable à ce moment-là. Donc je crois qu'il te contacte pendant le championnat olympique, c'est ça? Effectivement, Quart de finale? c'est ça. Et tu t'en rappelles bien. Ah ouais, Ouais, donc je sors de mon quart de finale et lorsque je gagne ce combat-là, donc je suis automatiquement médaillé olympique. Donc il me fait monter, il demande aux gens de me faire monter. Donc je monte, il me dit écoute, t'es un black comme moi, je veux te signer, tu vas devenir un très grand champion. Moi aussi j'étais là, je sais que tu vas devenir champion olympique, etc. Tenez, tiens mon numéro, prenez son numéro aussi. Et puis heureusement que moi j'avais assez de recul déjà, j'avais assez de recul pour pas dire ok, je m'engage tout de suite. Au final, j'ai pas regretté parce que j'ai pris mon temps, j'ai essayé de faire les bons choix. Et ça, c'est très important, de prendre du recul sur les choses et de pas forcément aller vers la première opportunité qui vient à toi. ouais, ça peut être facile. Enfin, je veux dire, quand tu as une légende, bah, c'est même Une légende. Ah ouais, c'est plus, bien sûr. de boxe anglaise aujourd'hui, c'est pas facile de se poser, tu vois, avec notre petite vie de Parisien, tu vois, de s'asseoir et de se dire, bah non, en fait, je vais lui dire non, je vais faire autre chose. C'est vrai que c'est pas facile, faut avoir du recul pour ça, mais moi, j'étais vraiment focus. Je suis venu pour une compétition, j'étais focus dans ma compétition. Donc, je pensais pas à autre chose. Et je savais qu'en ramenant une médaille olympique, derrière, j'allais avoir les portes ouvertes. Donc, et ça a pas menti parce que j'ai énormément de propositions, mais partout dans le monde. Des propositions de partout. Et j'ai décidé de commencer en France parce que voilà, fallait que je crée mon public ici. Et step by step, bah, je me suis exporté derrière aux États-Unis et là, bientôt ailleurs. Et comment t'as choisi, alors, du coup, tes partenaires? J'ai automatiquement fait le choix de ne pas signer avec un promoteur directement. Donc, j'ai eu plusieurs propositions en France et je me suis dit, Souleymane, tu vas prendre du recul. Tu vas essayer chacun de des promoteurs qui veulent te voir boxer. Donc, j'ai boxé chez un tel, chez un tel, chez un tel. Et puis derrière, j'ai vu, là où j'avais le meilleur plan, le projet sportif. Et ça, c'était très important, d'avoir un très bon projet sportif. Et j'ai été vers ce promoteur-là. Pourtant, j'en avais un autre qui me proposait beaucoup plus d'argent, c'était beaucoup plus intéressant, une chaîne télé qui était vraiment derrière moi, SFR à l'époque, qui me proposait vraiment beaucoup d'argent. Mais le projet sportif n'était pas à la hauteur. Et voilà, derrière, j'ai pas regretté, j'ai fait les bons choix, j'ai attendu de bien monter, puis derrière, j'ai signé avec un autre promoteur. Qui est Eddie Hearn de chez Matchroom Boxing, qui sont aujourd'hui numéro un mondial. Ça se passe très bien. Avec eux, j'ai pu faire énormément de fight cards. J'ai boxé en sous-card de Canelo Alvarez, d'Anthony Joshua, de Chocolatito, donc d'énormes champions. J'ai boxé devant 70 000 personnes, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Les boxeurs, ce qu'ils veulent, c'est boxer devant du monde, boxer en sous-card de grands champions. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, ce que j'ai fait, il y a très, très, très peu, voire pas de boxeurs français qui ont vécu, en tout cas, ce que j'ai vécu pour le moment, en termes de carrière. et ça, c'est dû à ta prise de recul et le choix que t'as fait. Oui, de prise de recul, de choix et des gens, de personnes avec lesquelles je bosse aussi parce que j'ai un entourage qui est solide. Et ça, c'est très important parce qu'on se fait pas seul. Il y a des gens qui sont autour de nous qui travaillent dans l'ombre. Et ça, c'est très important de bien s'entourer. Ok, c'est ce que tu nous confies avec ta famille et avec tes partenaires. Bien sûr, partenaires, famille, partenaires solides. Under Armour, ça va faire 10 ans que je bosse avec eux. Nutriting, plus de 6 ans. Là, je viens de signer un truc avec Weezing, c'est au minimum 3 ans. Donc voilà, j'aime pas les one-shot. C'est comme ça. Moi, j'aime construire une aventure avec tous mes partenaires. Et ça me plaît. Et c'est comme ça que j'ai une vision voilà, long terme et pas un truc de one-shot où oui, certes, il y a de l'argent sur le coup, mais derrière, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tandis qu'avec Under Armour, aujourd'hui, ce qu'on crée, c'est énormément de choses. Il y a une partie où on va faire un peu de social avec eux. Ils vont être impliqués dans mon camp d'entraînement. Je vais travailler avec eux sur le développement d'une paire de chaussures de boxe. En fait, il y a énormément de choses qui se créent et ça, je trouve que c'est top, en fait, d'avoir cette relation-là où ils sont pas là à te donner juste des habits, des chaussures et puis basta. Non. Ils t'impliquent dedans
il s'implique aussi dans la préparation, il s'implique dans énormément de choses. Et ça, je pense que ça fait la différence. En tout cas, à haut niveau, ça fait la différence. Oui, c'est clair. Là, en fait, on arrive dans la deuxième partie un petit peu de notre podcast. On va parler du présent. Et effectivement, j'allais te poser une question très rapidement sur, peut-être pour commencer, sur tes actualités sportives et professionnelles. Peut-être en commençant sur les actualités sportives. Tu as eu un combat à Monaco, le dernier c'était à Monaco que j'ai regardé à la télé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite, là, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain mois? Donc ouais, j'ai remis ma ceinture en jeu à Monaco. Pareil, c'était une belle salle, il y avait le prince qui était là, il y avait pas mal de monde, donc c'était top. Face à un boxeur qui était quand même dur au mal, hein, qui m'a pas lâché. Je revenais d'une blessure, donc ça faisait 1 an que j'avais pas boxé, d'une opération à la main. Donc ça s'est bien passé. C'était quand même dur, mais ça s'est bien passé. Là, je suis passé numéro 2 mondial, comme je le disais tout à l'heure. Et là, je boxe pas tout de suite parce que je veux pas me précipiter. Là, faut faire les bons choix au bon moment. Donc je prends un peu de recul. J'ai pas mal de propositions de combat, mais je veux faire les bons choix. Et pour ça, je bosse avec mon équipe où on essaie de faire attention, de bien gérer parce que là, il n'y a pas d'erreur de parcours, c'est fini. J'ai 32 ans, les erreurs, faut plus les faire. Enfin, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça va très vite, ça évolue très vite au niveau de la boxe anglaise. Et ta place aussi, elle peut très vite sauter. Donc, je suis numéro 2. Là, la WBC, on envoie une lettre pour que le numéro 1 et le numéro 2 se rencontrent. Donc, un boxeur qui s'appelle Cody Crowley face à moi se rencontre. Donc, Final Eliminator. Et de là, on rencontrera le champion qui est Terence Crawford et Mario Barrios, lui, qui a la ceinture intérimaire. Faut savoir que bon, c'est un peu compliqué, c'est de la politique, mais Terence Crawford change de catégorie, c'est officiel, il va monter dans la catégorie au-dessus. Donc Mario Barrios, un boxeur avec qui je me suis entraîné pendant plus de 5 ans, donc que je connais très bien, va devenir champion du monde. Et donc à la suite de ce combat-là face à Cody Crowley, donc le numéro 1, on rencontrera Mario Barrios pour le titre mondial. Wow. C'est beau, c'est beau. Après voilà, c'est beau de le dire aussi, mais faut le faire. Et c'est là le plus dur. C'est là le plus dur parce que il y a un tel derrière là, il y a tout le monde qui se bat plus ou moins pour faire le combat. Il se passe énormément de choses. Et ce qui est bien, c'est que je suis aussi impliqué dans ces choses-là et j'apprends beaucoup. Et je pense que même pour la suite de la carrière, ça peut être top pour après derrière se lancer dans la promotion, etc. Viendra, ça m'intéresse beaucoup. Donc ça, c'est tes actualités sportives, tes actualités professionnelles. Tu nous as cité quelques partenaires. Je sais que tu travailles avec Eiffage, je sais que tu travailles avec Omar Armand, je sais que tu travailles avec le l'ESG Sport, la meilleure école. Je fais du tout. Est-ce que tu as des nouveaux contrats et tu vois les Jeux Olympiques, tous les annonceurs, se bousculent aujourd'hui pour positionner sur le sport. Est-ce que, enfin, je veux dire professionnellement, est-ce que ça bouge dans ton sens? Oui, ça bouge bien. Après, je cherche pas non plus à m'éparpiller, à avoir 15 000 contrats. Ça me va pas. Je sélectionne vraiment mes partenaires et mes contrats. Là, je viens de signer avec Weezing, donc c'est une marque. Ils font des montres connectées, des balances connectées, etc. Au niveau santé, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Donc, je bosse avec eux pour un contrat minimum de 3 ans. Et puis derrière, voilà, pour l'instant, je suis bien avec les contrats que j'ai. Faut pas non plus s'éparpiller. Un boxeur, il a pas besoin de grand chose. T'as besoin d'un équipementier. T'as besoin d'un partenaire pour les compléments alimentaires. T'as une équipe pour ton image, etc., pour médias, etc. J'ai un livre qui va sortir dans pas très longtemps, donc ça c'est top. Et puis le reste, voilà, je vais pas chercher à m'éparpiller, à faire des pubs pour tel et tel truc. Non, ça me dit pas. Ok, donc moi je voulais revenir sur une étape de ta carrière qui a été importante pour toi. En 2021, tu as décroché la ceinture WBA en super welter. Est-ce que tu peux nous expliquer la route vers ce sacre et ta préparation, que ça soit mentale ou physique? Ouais, donc c'était ma première, on va dire, ceinture internationale en tant que boxeur professionnel. Et c'était face à un boxeur anglais qui était vraiment pas mal parce que très grand, costaud, beaucoup plus lourd, etc. Donc et le combat en fait, il devait avoir lieu en Angleterre et c'est annulé parce que voilà, pour souci de papier. Et il pensait que j'avais peur de le rencontrer. Donc il a pas mal chamaillé au niveau des réseaux sociaux. Ah, je vous avais dit, Souleymane, etc. Et moi je me suis dit ah ok c'est comme ça. Et quelques mois après bah voilà, on annonce que le combat il va avoir lieu aux États-Unis. Donc c'était en sous-carte de Canelo Alvarez qui est aujourd'hui l'image de la boxe. Donc ça c'était top. Et c'est là où j'ai boxé bah, devant les 10 000 personnes. Et donc ce combat-là, il se fait, je me prépare à fond, voire beaucoup plus encore parce que je me dis ce mec-là, il a beaucoup parlé. Il cherche, il cherche à me déstabiliser, etc. Et je vais lui montrer que on n'est pas du tout du même niveau. Donc on fait le combat, ça se passe. C'est lui qui avait la ceinture. Donc faut savoir que lorsqu'on a la ceinture,
on dit faut aller chercher la ceinture parce que je suis le challenger et pas le champion, donc faut que je me donne encore beaucoup plus pour gagner cette ceinture. Si le combat il est serré, en général, il donne la ceinture au champion. Donc voilà, j'ai essayé de faire la différence, je l'ai battu techniquement, tactiquement. Et par contre, malheureusement, je me déconcentre sur le 9e round, je prends un coup à l'œil. D'ailleurs, j'ai une double fracture à l'œil et je mets le genou à terre. J'ai eu une douleur, mais laisse tomber, c'était un truc de fou. Et j'entendais mon coach, tous ceux qui sont autour de moi, Souleymane, lève-toi, allez, lève-toi. Et je suis resté 2 secondes à terre. Mais pour moi, je suis resté vraiment très longtemps. J'ai pensé à trop de choses, à la préparation, à la famille, à énormément de choses. Je me suis levé, je suis reparti au combat, j'ai gagné le combat. Mais c'était ma première, on va dire, vraie épreuve parce que je me suis fait toucher. Ça faisait très mal. Pour moi, ça faisait encore plus mal qu'un KO parce que j'ai une double fracture au niveau de l'orbite et ça fait vraiment très, très, très mal. Mais voilà, j'ai fait preuve de résilience. Et ça fait partie aujourd'hui de mon expérience en tant que boxeur professionnel. Félicitations. Merci. Alors maintenant, on voit bien que la France connaît une bonne réception de ce sport qui est la boxe. Maintenant, quel serait le step en plus pour que ça soit un événement comme le prochain combat de MMA qui va venir? Le prochain step pour la boxe. Je pense que la boxe anglaise, elle s'est trop reposée sur un ancien modèle. Voilà, on était installés, on était là, ça se passait bien, on n'entendait pas parler du MMA, etc. Et c'était un peu sur un ancien modèle où il n'y avait pas tant de communication que ça, etc. Dans les années 80 et 90, la boxe, elle était vraiment en haut de la montagne. Et puis derrière, on a connu un moment où on était dans le creux de la vague. Parce que, encore une fois, beaucoup de magouilles, beaucoup de promoteurs qui te vendent du rêve, qui te disent qu'il va avoir un championnat du monde, mais c'est un faux championnat du monde. Les gens aussi ils ont du mal un peu à comprendre la boxe parce qu'il y a plusieurs ceintures. On peut tous les 3 être dans la même catégorie, être tous les 3 champions du monde. Donc, il se passe énormément de choses qui font que les gens ils se sont un peu désolidarisés de la boxe. Et là, aujourd'hui, la boxe, elle se relance quand même parce qu'il y a énormément de champions qui font parler, qui communiquent bien. Il y a de plus en plus de champions qui mettent leur ceinture en jeu, mais pour les réunifier, donc les réunifications de ceinture. Ça, c'est top. Et puis, on est dans l'ère du temps où les sports de combat, c'est apprécié. C'est apprécié. Les gens n'ont plus peur. Aujourd'hui, voilà, il y a moins d'interdictions, il y a moins de peur. Et donc, la boxe, elle commence à renaître de ses cendres, je dirais. Ouais, la boxe, pendant quelques années, c'était quand même le sport qui faisait un petit peu déplacer les bourgeois qui allaient voir C'est ça. les uns se battre. Ouais. C'était Ouais. C'est vrai. C'est vrai. qui est Marcel Cerdan. Et puis, pour en avoir discuté beaucoup avec toi et puis avec d'autres boxeurs, c'est quand même un sport avec énormément de valeurs. Bien sûr. Et ces valeurs, d'ailleurs, toi, tu les as beaucoup exprimées dans le cadre du sport associatif. Ouais. Tu travailles beaucoup avec le G-Sport, avec Giving Back, avec qui, sous ta connexion, Impulsion. Tu peux nous parler un petit peu de Giving Back, peut-être, toi, de ton rôle ambassadeur de Giving Back, et puis peut-être de manière plus générale de ta démarche comme l'éducation que peut apporter le sport pour les personnes un peu défavorisées que tu peux aider, quoi. Ouais, en fait, Giving Back, c'est l'association de mon oncle. Et Giving Back, donc donner en retour. En fait, ce qu'ils se sont vus, ils ont été ambassadeurs de bonne cause, des champions qu'ils ont accompagnés. Et derrière, ce qu'ils demandent à ces champions-là, c'est de redonner, on va dire, aux plus jeunes ou ceux qui arrivent en dessous. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré pour après, par la suite, créer mon association en 2011, donc secteur sport-éducation. Pareil, le but, aider les jeunes dans le sport, mais aussi dans l'éducation. Et Giving Back, ça a été très fort pour moi parce que je me suis dit, ah ouais, purée, les champions, ils font tout ça. Moi aussi, un jour, j'aimerais être champion pour redonner un peu tout ce qu'on m'a donné. Donc, servir aux plus démunis, essayer de faire pas mal de choses pour ceux qui en ont le plus besoin. Et comme on dit, c'est en donnant qu'on reçoit le plus. Et aujourd'hui, moi, ça fait partie de mon ADN. Je signe pas un contrat ou je fais pas quelque chose sans avoir le volet social dans mes contrats. Donc, que ce soit avec Eiffage, on a un volet social, donc on récupère pas mal de matériel qu'on envoie en Afrique. Avec Under Armour, il y a un budget qui est alloué à ça. Avec majeure partie de mes partenaires, il y a ce côté, on l'intègre dans les contrats, un volet social. Et ça, c'est très important parce que les gens en ont besoin. Et ça montre aussi l'exemple à la future génération qui vont arriver, qui vont se dire, OK, on a vu tel champion, il a réussi, entre guillemets. Regardez aujourd'hui ce qu'il fait. Nous aussi, lorsqu'on va grandir, on va essayer de faire la même chose. Et ça, je pense que c'est important de donner tout ce que la vie, en tout cas tout ce qu'on a eu en étant plus jeune. C'est beaucoup de sportifs, mais pas tous. Pour ça et pour les enfants que ça permet d'aider, merci. De rien. De cette action. Ce qui nous amène ton avenir. Alors, on a parlé un petit peu de ton avenir sportif entre les lignes, mais
Moi, on va se poser quelques questions sur comment on prépare la suite. T'as Ouais. une question à poser, Suleiman? Ouais, bah, j'avais une question, moi, en tant que boxeur, tu dois anticiper les coups. Et moi, je voulais savoir, comment tu anticiperais, toi, ton avenir qui va arriver, du coup, après ta carrière. Comment tu l'anticiperais? C'est une très bonne question parce que, en fait, c'est une question qu'on se pose tous les jours. On fait un sport à risque. Et le sport, en général, on n'est pas vraiment sûr du lendemain parce qu'une blessure, tu peux être en fin de carrière très rapidement. Et ça, c'est une réalité. Et moi, heureusement moi, en fait, j'ai été quand même assez curieux. Lorsque je suis arrivé en équipe de France, la première des choses que j'ai faites, ma démarche, a été d'aller voir les champions qui étaient là depuis quelques années et parler avec eux. Échanger beaucoup avec eux, j'ai beaucoup discuté avec eux et ils m'ont tout de suite conseillé. Et ça, c'est très important. D'avoir des gens qui te conseillent, qui te donnent voilà, des astuces qui te permettent d'éviter certains pièges. Après, oui, tu vois, c'est sûr que voilà. Et aujourd'hui, le sport de haut niveau, on a vu tellement de champions quelques temps après leur carrière être banqueroute, etc. Donc on est pas mal conseillé. Donc voilà, moi je suis très bien entouré pour ça. J'essaie d'anticiper aussi j'essaie d'anticiper pardon l'après carrière. J'ai aussi investi un peu par-ci et par-là, ça c'est très important. Donc d'investir, mais pas investir pour investir, investir dans des choses qui sont à impact, qui ont du sens exactement, qui ont du sens pour moi. Ça joue beaucoup. Et puis derrière, oui, j'essaie de construire mon après-carrière parce que il y a beaucoup de sportifs qui, après leur carrière, partent en dépression. On appelle ça la petite mort parce que en tant que sportif de haut niveau, on a beaucoup de lumière vers nous. On a beaucoup de lumière, on s'intéresse à nous et du jour au lendemain, pam, tout s'éteint. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient vraiment là-haut et qui te disent ça. Ils disent mais c'est une réalité. On t'appelle plus, t'as plus les mêmes invitations, t'as plus les mêmes entrées, les gens ils évitent les appels, etc. C'est une réalité. Donc moi déjà j'ai conscience de ça, mais je fais en sorte de que lorsque j'arrête, j'ai pas besoin forcément d'appeler un tel ou une telle. Non, je continue sur ma voie, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire, et puis derrière ouais on verra ce qui se passe. Mais en tout cas je sais que j'ai conscience que l'après carrière n'est pas pareil que pendant la carrière. Donc, t'as ouvert ta salle de boxe. Ouais, Et j'ai puis, tu nous as passé un petit truc tout à l'heure. On n'est pas revenu dessus. La promotion t'intéresse? Ouais, j'ai ouvert ma salle de boxe. En fait, j'ai créé une marque qui s'appelle Boxium. Et Boxium, elle va être divisée en plusieurs branches. Donc, il y a la promotion qui va commencer là. D'ailleurs, ça, je peux pas encore l'annoncer, mais ça va être un gros truc. La promotion, notamment là, on va commencer en Afrique, en partenariat avec Matchroom Boxing. Donc, c'est exceptionnel. Donc, il y a de la promotion, il y a du management, il y a la salle, donc Boxium Gym, il y a la fondation. Et ça, et il y a l'application pour les boxeurs, etc. Donc oui, je développe pas mal de choses à côté de ça. Je suis impliqué aussi dans pas mal de choses. Et puis derrière, je sais que après ma carrière, j'aurai aussi pas mal de propositions par-ci et par-là. T'es entouré pour tout ça, j'imagine, des compétences que les étudiants de j'espère sont en train de travailler, préparer. Ils sont bientôt demain au contact des sportifs de haut niveau dont tu fais partie. Tu t'entoures aussi de professionnels, de nouveaux professionnels. Comment tu les sélectionnes, ces professionnels? Bah après, moi, j'ai une équipe que j'ai depuis maintenant, oui, on va dire après les Jeux, donc 2016. C'est une équipe qui a été qu'on m'a conseillé. Donc voilà, par exemple Delphine, on me l'a conseillé. Le feeling, il est tout de suite très bien passé. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, en tant que sportifs, on a besoin d'avoir vous les futurs diplômés de l'EG Sport, par exemple, on en a besoin d'être accompagnés, d'être suivis sur sur le terrain. Delphine n'est pas forcément à 100% là sur toutes les compétitions, mais voilà, avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui cherche, qui est entre guillemets une barrière entre marque, athlète, avocat, par exemple, ça peut être pas mal parce que aujourd'hui, de plus en plus, les marques nous contactent nous directement. Donc, si on a un intermédiaire, je pense que ce serait le mieux pour éviter pas mal de pièges et puis derrière filtrer surtout parce que l'athlète, moi, je pense qu'un athlète, il doit se concentrer sur son entraînement. Voilà, il doit être focus sur son entraînement, sur ses compétitions, sur vraiment ses objectifs. Et puis derrière, avoir quelqu'un avec lui pour filtrer, quelqu'un de confiance qui connaît son milieu. Ça, c'est le top. Et il y a aujourd'hui pas mal d'athlètes qui en ont besoin. Mais pour ça, il faut communiquer là-dessus. Il faut qu'ils sachent que vous existez aussi. Il faut aller vers eux aussi. Et je pense que après cette belle école, vous allez tout de suite bosser. Hein, ça, c'est sûr. Il y a tellement d'athlètes qui en ont besoin que Tu peux nous dire, voilà, pour terminer, moi j'aimerais que on termine sur quelques conseils que tu pourrais donner
aux futurs diplômés pour atteindre le diplôme. Ça me fait penser à toi quand tu vas chercher ta ceinture, quoi. Bien sûr. Et puis après, une fois qu'on a la ceinture, comment on se défend et comment on va chercher d'autres parts de marché sur ce marché. Moi, je pense qu'il faut beaucoup visualiser. Il faut beaucoup visualiser. L'objectif final, c'est quoi? À partir du moment où on s'est mis l'objectif final, ça passe par des étapes. Ça va toujours passer par des étapes. Et c'est là où il faut aller étape par étape. Donc, j'ai tel objectif, c'est de devenir champion du monde. Ça va passer par plusieurs étapes, par plusieurs camps d'entraînement, par plusieurs combats, par ça, par tel partenaire. Oui, je pense qu'il faut beaucoup visualiser. Et ça, c'est très important parce que moi, en tout cas, ce que je fais à titre personnel, c'est que je visualise un objectif qui est de devenir champion du monde. Et pour ça, ça passe par des étapes. Aujourd'hui, j'ai 17 combats. Donc, tous mes combats ont été des étapes pour devenir champion du monde. Et à chaque étape, ça va être beaucoup plus dur. Il y aura encore beaucoup plus de travail. Il y a encore des gens derrière, des concurrents, des gens qui vont être là pour prendre ma place. Donc, je dois travailler encore beaucoup plus dur, m'entourer d'une équipe vraiment très solide et aller de l'avant. Et y croire surtout. Y croire parce que parfois, c'est dur. Bien sûr, comme tout, c'est dur. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, j'ai des blessures. Je me pose parfois des questions. Est-ce que je continue? Là, j'ai mes business qui tournent. Est-ce que on se pose tous des questions. Et ça, c'est normal. Mais, faut pas, je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis passé par l'INSEP. Vous êtes passé par l'ESG. C'est pas pour rien que vous avez fait tout ça. Ça a été dur. Vous êtes pris la tête parfois. C'était compliqué. Mais il faut aller au bout des choses. Et, c'est une satisfaction personnelle. Et surtout, moi, j'ai horreur d'une chose, c'est le regret. Il y a pas pire que le regret. Donc, quand je fais quelque chose, je préfère le faire à 100%. Comme ça, je sais que j'ai pas de regret. J'aurais donné ce que voilà, le meilleur de moi-même. Et puis derrière, ça marche pas, mais je serai allé au bout des choses. Et ça, je pense que les étudiants doivent se mettre ça en tête. Objectif ambitieux, résilience, travail, détermination. Résilience, c'est beaucoup de résilience, beaucoup de patience et beaucoup de travail. De toute façon, la formule, on la connaît tous, on le dit souvent, mais il faut le mettre en application. Merci, Souleymane. Merci à vous. Merci. Merci, c'était un plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre invité de s'être livré à notre micro et de nous avoir partagé son expérience. Pour être sûr de ne pas passer à côté des prochains épisodes, abonnez-vous à notre podcast. Et si ça vous tente de nous rencontrer, passez nous voir à l'école. Le SG Sport est présente à Paris, Aix, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse et Biarritz. À très vite.